21 1999. Huntsville, Alabama. Un ingénieur de la NASA fixe son écran lorsque des lignes de code commencent à disparaître. Quelqu'un est à l'intérieur de leur réseau en ce moment même. L'écran montre des fichiers qui s'effacent. Les systèmes de survie de la Station spatiale internationale. Pendant 21 jours, la NASA garde des systèmes critiques hors ligne, tandis que la Station spatiale internationale orbite sans support. Mais la NASA n'est pas la seule cible. Au Pentagone, des emails classifiés sont siphonnés, des protocoles de défense nucléaire téléchargés, des mots de passe militaires capturés. Mais l'attaquant a commis une erreur d'amateur. Il s'est connecté depuis son adresse IP personnelle. Le FBI remonte la piste jusqu'à une adresse résidentielle à Miami. Les agents se préparent, s'attendant à un agent étranger, une cellule terroriste. Ils défoncent la porte pour découvrir un adolescent de 15 ans en pyjama, encore devant son ordinateur. Qui était cet adolescent, et comment a-t-il infiltré le Pentagone? Jonathan James découvre les ordinateurs à l'âge de 6 ans lorsque son père programmeur ramène un PC Gateway à la maison en 1989. En quelques mois, l'enfant avait mémorisé chaque menu, terminé chaque jeu et commencé à poser des questions auxquelles son père ne pouvait pas répondre. À 8 ans, Jonathan pirate son premier mot de passe. Les contrôles parentaux censés limiter son temps d'écran. Son père le trouve à 3 heures du matin, les yeux rouges, les doigts volants sur le clavier. La punition? Son ordinateur lui est confisqué pendant 2 semaines. Mais la réaction de Jonathan change tout. Il pirate le système de notes du collège Palmetto Middle School, transforme son C en maths en A, imprime le bulletin modifié et le fait glisser sur la table du dîner. « Rends-moi mon ordinateur », dit-il, « et mes notes resteront parfaites. » La fourchette de sa mère s'arrête en plein air. Son père reconnaît le code sur l'impression, une injection SQL, une technique que la plupart des programmeurs ne maîtrisent donc à l'université. Leur fils venait d'exécuter un chantage numérique. Ils lui rendent son ordinateur ce soir-là. En ligne, Jonathan devient comrade. Pas de photo de profil, aucun détail personnel, juste un talent brut qui pousse des hackers vétérans à le remarquer. Dans des canaux IRC comme Hack the Planet et 2006 Sense, il absorbe des techniques que les manuels n'enseigneraient au pas avant une autre décennie. Buffer overflows, packet sniffing, port scanning. Un mentor, Handle Most Hate, lui enseigne la règle fondamentale. Ne jamais frapper la même cible 2 fois, toujours escalader. Jonathan prend des notes dans un cahier spiralé qu'il garde verrouillé dans le tiroir de son bureau. Des notes qui deviendront plus tard des preuves. Sa première vraie cible arrive en février 1999. Bell South, le géant des télécommunications desservant 22 millions de clients dans 9 États. Jonathan scanne leur réseau pendant 3 nuits d'affilée, trouve un serveur Solaris non patché, exécutant une ancienne version de SendMail, et s'y glisse. Il navigue à travers les bases de données clients, les systèmes de facturation, les emails internes. Toute l'infrastructure de communication du sud-est des États-Unis s'étend devant lui comme une ville sans défense. Il ne télécharge rien, ne change rien, ne laisse aucune trace, sauf une seule ligne, dans un fichier journal que les administrateurs ne remarqueront pas avant 8 mois. L'intrusion dure 4 heures. Jonathan appelle ça de l'entraînement. Mais un entraînement pourquoi? À 15 ans, Jonathan avait déjà infiltré une entreprise du Fortune 500 qui gérait les communications de millions de personnes. L'école lui semblait inutile. Pourquoi étudier le calcul quand on peut reprogrammer la réalité? Les murs de sa chambre n'affichaient aucun poster d'athlètes ou de musiciens, seulement des impressions de schémas réseau et de code assembleur. Pendant que ses camarades s'inquiétaient de leur permis de conduire, Jonathan étudiait des documents déclassifiés de la NSA sur le blindage Tempest et le Vanek Freaking. Il ne collectionnait pas des cartes de baseball, il collectionnait des exploits Zero Day. Et tard dans une nuit de juin, penché sur sa machine Linux montée sur mesure, il trouve l'objet de collection ultime, un serveur non sécurisé, avec un domaine en .gov. L'IP mène à Huntsville, Alabama. Il ne le sait pas encore, mais il vient de découvrir la porte d'entrée de la NASA. Va-t-il tenter la poignée? Que trouvera-t-il derrière? 29 juin 1999. Le scanner de Jonathan retourne une adresse IP 192.76.91.54. Le reverse des NS Lookup affiche un domaine étrange. Nazamp 3.msfc.nasa.gov Marshall Space Flight Center. Son pouls s'accélère. La NASA, l'agence qui a envoyé des humains sur la Lune, faisait tourner des serveurs avec des ports Telnet complètement ouverts et des mots de passe-route réglés sur password 123. Jonathan n'y croit pas. Il lance le scan 3 autres fois pour être sûr. Même résultat.
La sécurité de la NASA est plus faible que celle de son lycée. Il prépare soigneusement son entrée. D'abord, un simple buffer overflow dans le service DNS-Bean lui donne un accès utilisateur. À partir de là, il élève ses privilèges grâce à un exploit du kernel local publié seulement quelques semaines plus tôt. En 17 minutes, il possède un accès root, l'accès administrateur, sur 13 machines interconnectées. Aucune alarme ne se déclenche, aucun administrateur ne remarque quoi que ce soit. La propre documentation de la NASA, qu'il trouve sur les serveurs compromis, montre que ces systèmes géraient les systèmes de contrôle environnemental et de survie, les ECLSS de la Station spatiale internationale. Le code contrôlait la génération d'oxygène, l'élimination du dioxyde de carbone, le recyclage de l'eau, la régulation de température, tout ce qui maintenait les astronautes en vie dans le vide spatial. Jonathan lance le téléchargement à 23h43. Son modem 56 kilobits récupère les données à 5,2 kilooctets par seconde. Le code source, ECLSS, comprend 3471 fichiers totalisant 38 mégaoctets. À cette vitesse, minimum 2 heures. Il regarde la barre de progression avancer lentement, chaque pourcentage représentant du code que la NASA estime à 50 000 $. Ce n'est pas une base de données d'entreprise ou des relevés téléphoniques. C'est la barrière logicielle entre les astronautes et la mort. À 1h52 du matin, transfert terminé. Jonathan possède désormais l'intégralité du code source ECLSS sur son disque dur. Le système de détection d'intrusion de la NASA remarque enfin des anomalies le 7 juillet, 8 jours après l'infiltration de Jonathan. L'administrateur système James McCarthy repère des processus consommant des cycles CPU inhabituels sur le serveur de support Mars Pathfinder. Il remonte l'intrusion à travers les journaux d'audit. Quelqu'un a installé un rootkit, créé des comptes backdoor et exfiltré des données. McCarthy passe l'appel qui coûtera 3 semaines d'arrêt à la NASA. Coupez tout, maintenant. Les ingénieurs déconnectent 43 serveurs du réseau. Les opérations critiques de l'ISS sont transférées vers des systèmes de secours fonctionnant sur des machines isolées. Chaque ligne de code nécessite une vérification. 3,2 millions de lignes réparties sur plusieurs systèmes. La Station spatiale internationale, orbitant à 28 000 km/h avec 6 astronautes à bord, fonctionne sous protocole d'urgence pendant que la NASA recherche toute contamination. Au passage, abonne-toi si tu veux voir d'autres histoires incroyables de jeunes prodiges qui ont surpassé des organisations valant des milliards. Parce que le hack de la NASA par Jonathan n'était que le début. Pendant ce temps, Jonathan étudie son trophée. Le code ECLSS révèle l'approche de la NASA sur la tolérance aux pannes, les modèles de redondance, les algorithmes de calibration des capteurs. Mais quelque chose le dérange. La qualité du code est catastrophique. Fonctions obsolètes, valeurs codées en dur, commentaires dans 3 langues différentes. Le logiciel à plusieurs millions de dollars de la NASA ressemble à un projet universitaire bâclé. C'est de la merde, poste-t-il sur IRC. Mon kernel Linux gère mieux les erreurs. Un autre hacker répond, si la NASA est aussi faible, imagine le Pentagone. Les doigts de Jonathan restent suspendus au-dessus du clavier. Le Pentagone, la Defense Threat Reduction Agency, armes nucléaires, guerre biologique, défense chimique. La NASA avait été ridiculement facile. À quel point l'armée pouvait-elle être plus difficile? Quel système classifié un adolescent de 15 ans pouvait-il atteindre depuis sa chambre? 14 août 1999. La Defense Threat Reduction Agency exploite 847 serveurs répartis sur 17 sites. Jonathan commence par leur centre de Dulles, en Virginie, le principal hub de données de la DTRA, reliant Fort Belvoir, Kirtland Air Force Base et le Pentagone lui-même. Le routeur, un Cisco 7206 VXR, tourne encore sous iOS version 11.1, 3 ans de retard et 14 vulnérabilités connues. Jonathan exploite une faille que Cisco avait corrigée en 1997, mais que la DTRA n'avait jamais mise à jour. Un seul paquet spécialement conçu plus tard, il obtient l'accès au mode privilégié. Le réseau de défense nucléaire du Pentagone s'ouvre comme un cadenas bon marché. Mais Jonathan veut plus qu'un accès. Il veut du renseignement. Le 19 août, il déploie un paquet de sniffers personnalisé sur la colonne vertébrale du réseau DTRA. Chaque paquet de données traversant le routeur de Dulles se copie désormais vers le serveur de Jonathan. Email provenant d'adresse defense.gov, identifiant de connexion pour des stations SIPR, mémo classifiés concernant les préparations ICRIN-2K, des systèmes de commandement nucléaire. En 4 semaines, son sniffer capture 3312 emails,
1879 mots de passe unique et 19 comptes utilisateurs appartenant à du personnel militaire actif, y compris le major Thomas Daniels, le lieutenant-colonel Patricia Hayes et le contractuel civil Michael Resinoff. Jonathan possède désormais des identifiants de connexion pour des ordinateurs situés dans l'E-Ring du Pentagone, le couloir le plus interne où les Joint Chiefs planifient la stratégie de défense américaine. 3 septembre 1999. Jonathan se connecte au poste de travail du major Daniels grâce aux identifiants capturés. Le bureau contient 1247 fichiers. Évaluation des capacités de missiles nord-coréens, plan de contingence pour des attaques biologiques sur les grandes villes, protocole de communication des commandants de sous-marins nucléaires. Un dossier, nommé « Opération Dragon Tempest », détaille des stratégies de cyberguerre contre les réseaux militaires chinois, ironiquement basés sur les mêmes vulnérabilités que Jonathan vient d'exploiter. Il lit les calendriers de déploiement des équipes de réponse aux armes chimiques, les ordres de surveillance satellite pour l'Irak, des briefings sur la sécurité des stocks nucléaires russes que même le Congrès n'avait pas vus. Un adolescent de 15 ans à Miami en savait plus sur la posture défensive de l'Amérique que la plupart des généraux. La découverte la plus sensible arrive le 18 septembre. Des chaînes d'emails entre le directeur de la DTRA, Jay Davis, et le secrétaire à la Défense, William Cohen, discutant du budget de 298 millions de dollars destiné au Cooperative Threat Reduction Program, le programme chargé de sécuriser les armes nucléaires dispersées dans les anciens États soviétiques. Les emails contiennent les emplacements de dépôts d'ogives vulnérables au Kazakhstan, les calendriers de transport d'uranium enrichi depuis l'Ukraine, les noms de scientifiques russes recrutés afin d'éviter qu'ils ne vendent leur expertise à l'Iran. Jonathan lit des détails sur l'opération Saphir, durant laquelle l'Amérique a secrètement transporté par avion 600 kg d'uranium enrichi depuis le Kazakhstan pour éviter un vol. Ce ne sont pas des documents historiques. Ils décrivent des opérations se déroulant à cet instant précis, pendant que Jonathan observe tout depuis sa chambre. Pourtant, Jonathan ne vend jamais, ne divulgue jamais et n'utilise jamais ces informations comme arme. Il crée un dossier appelé Pentagon Trophies et le verrouille avec un chiffrement 256 bits. Sur son canal IRC, il se vante vaguement. Je pourrais déclencher la 3e guerre mondiale avec ce que je sais. Un autre hacker le défie de le prouver. Jonathan poste une seule phrase d'un mémo classifié, censurant tout sauf les marquages de classification. TS//S I//No Foreign //Orcon. Top Secret. Special Intelligence. Aucun ressortissant étranger. Contrôle de diffusion réservé à l'émetteur. Le canal devient silencieux. Tout le monde comprend. Comrade avait infiltré les plus hauts niveaux de la défense américaine. Mais combien de temps un adolescent pouvait-il garder de tels secrets dangereux? Qui d'autre observait peut-être ces mêmes réseaux? 29 octobre 1999. L'analyste sécurité Rebecca Foster remarque des anomalies dans les journaux du routeur de Dulles. Des schémas subtils mais constants suggérant une duplication de paquets. Elle lance une trace. Quelqu'un siphonnait l'intégralité de leur flux de données depuis 10 semaines. Le rapport de Foster déclenche Flashpoint Alpha, le plus haut niveau d'alerte cybersécurité du Pentagone. En quelques heures, des enquêteurs de l'Air Force Office of Special Investigations, du Naval Criminal Investigative Service et de la division cyber du FBI convergent vers le siège de la DTRA. Les preuves suggèrent une opération sophistiquée. Malware personnalisé, sécurité opérationnelle soigneuse, aucun marqueur d'attribution évident. Le SVR russe, le 3e département chinois, les nouvelles unités cyber-iraniennes. Mais personne ne pense à vérifier les lycées de Miami. L'équipe d'enquête, dirigée par l'agent spécial du FBI Mark Anderson, remonte l'intrusion à travers 17 serveurs proxy, répartis dans 9 pays, chaque saut étant soigneusement choisi pour compliquer les juridictions légales. Russie vers Chine, vers Brésil, vers Roumanie. Mais Jonathan commet une erreur. Il se connecte parfois directement pour tester des exploits, persuadé que des connexions brèves ne seraient pas enregistrées. Le 14 novembre, les enquêteurs trouvent enfin quelque chose. 3 secondes totaux de connexion directe depuis l'IP 24.93.40 et 1.106 enregistré chez Bell South au nom de Robert James à Pinecrest, Floride. En recoupant avec l'enquête de la NASA, il découvre que la même IP avait accédé au système du Marshall Space Flight Center en juin. Le fantôme avait désormais un nom. Jonathan James, 16 ans, élève au lycée South Miami Senior High School. 8 décembre 1999, le FBI place Jonathan sous surveillance. Les agents le regardent aller à l'école à vélo, manger seul à la cafétéria, rentrer chez lui à 15h15 chaque jour.
Il surveille son trafic Internet, désormais principalement des jeux vidéo et des recherches pour les devoirs, comme s'il sentait l'enquête se refermer sur lui. Les agents interrogent ses professeurs, qui décrivent un élève brillant mais renfermé. Son QI est mesuré à 159, note parfaite en informatique, mais échec en anglais et en histoire, à cause de ses absences. Une professeure, Madame Rodriguez, mentionne que Jonathan avait un jour réparé tout le réseau de l'école pendant la pause déjeuner, après que les administrateurs se soient verrouillés hors du système. Il a fait en 20 minutes ce que notre prestataire informatique n'a pas réussi à faire en 2 jours, dit-elle. Le FBI réalise qu'ils ne poursuivent ni un génie criminel, ni un agent étranger. Ils poursuivent un enfant surdoué qui considérait la sécurité nationale comme un jeu vidéo. L'équipe d'arrestation se rassemble le 26 janvier 2000 à 4h30 du matin. 15 agents, 3 unités de police locale et un spécialiste cybercriminalité de Carnegie Mellon University, amenés pour préserver les preuves numériques. Ils s'attendaient à une résistance armée, des systèmes de sécurité élaborés et une destruction possible des preuves. À la place, ils trouvent une maison de banlieue avec une lumière de Porsche cassée et des journaux empilés devant la porte. L'agent Anderson donne le signal à 5h47. Le bélier frappe la porte. Elle n'était même pas verrouillée, il se précipite dans la chambre de Jonathan pour le trouver exactement comme prévu. Assis devant son ordinateur, casque sur les oreilles, en train de taper du code. Il ne les entend même pas entrer avant qu'Anderson lui tape sur l'épaule. Jonathan se retourne lentement, voit les armes et les badges, puis dit simplement « Je me demandais quand vous alliez arriver ». La saisie des preuves dure 4 heures. Les agents répertorient 13 disques durs, 271 CD-ROM, 44 disquettes, 3 ordinateurs portables, 2 tours desktop, un Sharp Wizard OZ750 contenant des listes de mots de passe chiffrés. Le carnet de mots de passe de Jonathan, le cahier spiralé dans le tiroir de son bureau, contient des détails manuscrits sur 89 intrusions réussies, y compris Ford Motor Company, Lockheed Martin et le Miami-Dade School District. Mais la preuve la plus accablante vient de Jonathan lui-même. Durant l'interrogatoire, il fournit une explication technique complète de ses méthodes, guidant les agents à travers des exploits qu'ils ne connaissaient même pas. L'agent Anderson témoignera plus tard. Il nous a appris plus sur nos vulnérabilités en 6 heures que nos audits de sécurité en 6 ans. Pourquoi Jonathan a-t-il avoué avec autant de détails? Qu'est-ce qui l'a poussé à coopérer avec le système même qui l'avait humilié? 21 septembre 2000. Tribunal fédéral du Southern District of Florida à Miami. Jonathan se tient devant le juge Barry Garber, dans le costume trop grand de son père, paraissant plus jeune encore que ses 16 ans. Le procureur fédéral Christopher Clark présente les charges. 2 chefs d'accusation de cybercriminalité juvénile, passibles de 10 ans chacun. L'accusation insiste sur des facteurs sans précédent. Premier mineur à infiltrer les réseaux du département de la Défense. Plus jeune personne à accéder à des informations classifiées de défense nucléaire. Dommages totaux dépassant 1,7 million de dollars. Mais Clark souligne aussi la coopération de Jonathan. Ses aveux ont empêché potentiellement des années d'enquête, coûtant des millions supplémentaires. La salle d'audience contient des ingénieurs de la NASA, des responsables de la DTRA, les parents de Jonathan et 3 adolescents de sa classe d'informatique venus soutenir leur héros folk emprisonné. Le juge Garber prononce une sentence qui définira les poursuites pour cybercriminalité pendant la décennie suivante. 6 mois dans un centre fédéral pour mineurs, 3 ans de probation, interdiction d'utiliser un ordinateur à des fins récréatives jusqu'à ses 18 ans. 500 heures de service communautaire à enseigner l'informatique à des personnes âgées, lettres d'excuses à la NASA et au département de la Défense. Mais Garber ajoute une clause inhabituelle. Jonathan devra expliquer ses méthodes aux équipes fédérales de sécurité, devenant essentiellement un consultant involontaire pour les agences qu'il avait violées. « Vous avez un don, dit Garber à Jonathan, que vous avez choisi d'utiliser à mauvais escient. Cette sentence vise à rediriger ce don vers quelque chose de constructif. » La réponse de Jonathan surprend tout le monde. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Je voulais seulement prouver que c'était possible. » Centre fédéral de détention de Miami. Jonathan purge sa peine dans le bloc J avec 6 autres délinquants mineurs. Trafiquant de drogue, voleur de voitures, un auteur de tentative de meurtre. Le hacker qui avait infiltré le Pentagone ne pouvait même pas consulter ses emails. Il enseigne les maths à des codétenus illettrés, répare les ordinateurs des gardiens sous supervision, écrit 47 000 mots sur l'ingénierie sociale et la vulnérabilité humaine dans les réseaux. Son essai « Trust Architecture, Why Humans Are Always the Weakest Link » devient une lecture obligatoire à la National Cryptologic School de la NSA. Les lettres de prison de son père contiennent des messages codés en Pascal. De petits programmes affichant « I love you » une fois compilés.
Jonathan les conserve tous. À sa libération le 19 mars 2001, Jonathan fait face à un monde transformé. La bulle Internet a éclaté. Le 11 septembre est à 6 mois d'arrivée et s'apprête à transformer la cybersécurité d'une curiosité en priorité nationale. Le Patriot Act fera bientôt de ces crimes des actes assimilés au terrorisme fédéral. Mais le défi immédiat de Jonathan est plus simple. Vivre sans ordinateur. Il travaille chez Radio Shack, vendant une technologie qu'il n'a pas le droit de toucher. Des clients reconnaissent parfois son nom à travers les reportages. N'es-tu pas le gamin qui a hacké la NASA? Il sourit et change de sujet. L'histoire devrait se terminer ici. Un hacker réformé purge sa peine, apprend sa leçon, devient un citoyen productif. Mais l'histoire de Jonathan James possède encore un dernier chapitre. En 2007, lorsque des hackers infiltrent TJX Companies et volent 45 millions de numéros de cartes bancaires, les enquêteurs soupçonnent immédiatement Jonathan malgré l'absence totale de preuves. La pression, la surveillance et la présomption permanente de culpabilité déclenchent quelque chose. Le 18 mai 2008, Jonathan James met fin à ses jours à l'âge de 24 ans, laissant une note. « Je n'ai aucune confiance dans le système judiciaire. Peut-être que mes actions enverront un message plus fort au public. » L'adolescent qui avait exposé les vulnérabilités numériques de l'Amérique devient une victime du système même qu'il avait tenté d'améliorer en révélant ses failles. Son héritage vit dans chaque patch de sécurité, chaque test de pénétration, chaque rappel qu'un enfant curieux, avec un modem, peut faire tomber des géants. Mais il y a un détail que je ne t'ai pas encore raconté. Tu te souviens du dossier du Pentagone que Jonathan avait chiffré? Pentagon Trophies? Le FBI ne l'a jamais déchiffré. Quelque part sur un disque dur saisi dans une salle de preuve, dort encore une masse d'informations classifiées, protégées par le mot de passe d'un adolescent mort. L'agence, chargée de protéger l'arsenal nucléaire américain, a été surpassée par un gamin de 15 ans. Et même après sa mort, Jonathan a conservé leur secret. Son histoire inspirera une nouvelle génération de jeunes hackers, chacun plus jeune et plus audacieux que le précédent. 20 ans plus tard, un autre adolescent choquera le monde en piratant simultanément les comptes Twitter de Barack Obama, Elon Musk et Bill Gates pendant que tout Internet regardait. Son nom était Graham Clark, mais en ligne, on l'appelait Plug Walk Joe. À seulement 17 ans, il réalise le hack de réseaux sociaux le plus audacieux de l'histoire. Tu veux voir comment un gamin de Tampa a réussi à faire tweeter aux personnes les plus puissantes du monde absolument tout ce qu'il voulait? Regarde l'histoire de l'adolescent qui a piraté Twitter. C'est encore plus fou que Jonathan 1.